Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous invite à aller au théâtre, tout particulièrement à travers l'énonciation dans le texte théâtral. Rappelons tout d'abord ce qu'est la situation d'énonciation. C'est l'ensemble des éléments qui vont permettre de savoir qui parle, à qui, quand et pourquoi. Donc au théâtre, ces différentes informations vont donner du sens à l'ensemble du texte théâtral. On retrouve également au théâtre ce qu'on appelle la double énonciation. De quoi s'agit-il? Nous avons une scène avec des personnages, mais également au théâtre, nous avons des spectateurs, un public. Sur scène, les personnages vont s'adresser les uns aux autres, première énonciation, mais vont également s'adresser au public, deuxième énonciation. Dans ces procédés de l'énonciation, il existe différents types de paroles théâtrales. La première étant la plus connue au théâtre, le dialogue. Qu'est-ce que le dialogue? Eh bien, tout simplement, c'est un échange verbal entre deux personnages ou plusieurs personnages. Donc ici, vous avez un exemple de la double inconstance de Marivaux, avec le personnage de Sylvia et Arlequin, qui échangent entre eux. Nous sommes bien malheureux. Aimons-nous toujours, cela nous aidera à prendre patience. Oui, mais notre amitié, que deviendra-t-elle? Cela m'inquiète. Hélas, m'amour, je vous dis de prendre patience, mais je n'ai pas plus de courage que vous. Nous pouvons trouver aussi à travers les types de paroles théâtrales la tirade. Donc la tirade, ça va être une longue réplique qui va être donnée par un personnage sans interruption. Elle sert souvent à convaincre ou à écraser un adversaire sur scène. Donc elle va se caractériser par des phrases complexes, fréquemment des phrases lyriques ou épiques. Et donc la tirade a souvent une visée argumentative pour convaincre. L'exemple clé que j'ai choisi pour vous sera la tirade du nez, acte 1, scène 4, dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je vais vous lire un extrait. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh, Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Le monologue va être prononcé par un personnage, seul sur scène, ou du moins qui croit être seul sur scène. Donc à ne pas confondre avec la tirade, où le personnage va prononcer des paroles, donc longues, certes, mais face à d'autres personnages. Ici, il est seul sur scène. Donc à quoi sert le monologue? Eh bien tout simplement à exprimer l'intériorité du personnage qui est souvent en conflit ou en tension intérieure. Donc c'est le moment de faire une sorte de mise au point. Alors l'exemple que j'ai choisi est celui de l'Avare chez Molière, dans lequel Harpagon donc vient de perdre tout son argent. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier! Justice! Juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas! Mon pauvre argent, mon cher ami! On m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc voilà pour cet extrait
de l'avare. L'aparté. C'est une réplique qui va être prononcée, comme son nom l'indique, à part, par un personnage à l'insu d'un autre. Donc pour lui-même, hein, comme si on parlait à haute voix pour soi-même, ou à l'intention du public. Alors de fait, hein, ça va souvent introduire une complicité avec le public, puisque seuls les spectateurs sauront ce qu'il en est au niveau des paroles prononcées. Donc ici, l'exemple que je vais vous présenter est issu du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, donc dans laquelle on a le personnage de Sylvia et Dorante. Donc Sylvia à part, c'est-à-dire que Dorante ne va pas entendre ce que dit Sylvia. Il se donne la comédie, n'importe. Mettons tout à profit, ce garçon-ci n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter, laissons-le dire pourvu qu'il m'instruise. Dorante à part, donc ça signifie que Sylvia n'entend pas, seuls les spectateurs l'entendent. Cette fille-ci m'étonne, il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Et O, donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Dorante va exprimer des paroles qui vont être entendues par Sylvia. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. L'asticomitie, c'est l'échange rapide de répliques courtes et vives. Donc elle va souvent être utilisée lors d'affrontements verbaux, de moments intenses, de disputes ou de débats d'idées. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est de nouveau l'avare de Molière, au début de l'acte 1, dans lequel Harpagon veut impérativement qu'Élise épouse quelqu'un qu'elle n'aime pas. Élise, elle fait une révérence. « Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariiez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non, si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Nous pouvons trouver au théâtre, enfin, donc, des didascalies. À quoi servent les didascalies? Eh bien, tout simplement, elles vont constituer l'ensemble des indications qui seront données par l'auteur concernant les noms des personnages, leurs attitudes, la gestuelle à avoir, mais aussi des indications sur le décor. Donc l'exemple que j'ai choisi ici, c'est celui de Victor Hugo à travers sa pièce de théâtre Ruy Blas. Alors, ce qui est en bleu, ce sont les didascalies, mais on en a aussi donc pour le nom du personnage, Don Salluste, est aussi une didascalie. Ruy Blas, fermez la porte, ouvrez cette fenêtre, il s'agit bien de discours direct. Ensuite, on a une indication, Ruy Blas obéit, puis, sur un signe de Don Salluste, il sort par la porte du fond. Don Salluste va à la fenêtre. De nouveau, le discours direct, ils dorment encore tous ici, le jour va naître. De nouveau, une didascalie, il se tourne brusquement vers Gudiel. Ah, c'est un coup de foudre. Oui, mon règne est passé, Gudiel. Renvoyé, disgracié, chassé, etc. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris des notes et que vous avez bien compris l'importance de l'énonciation dans le texte théâtral. Et je vous dis à très bientôt.